Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous proposer mon top 10 des philosophes grecs. Alors je rappelle que cet exercice est impossible, bien sûr, c'est pour ça qu'il est amusant. Je rappelle également que l'ordre dans lequel je vais classer ces philosophes n'est pas arbitraire, mais il est en revanche totalement subjectif. Et enfin, troisième point, cette classification répond à une certaine lecture, et je vais vous donner immédiatement quelles sont mes sources. Ce sont Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, et également La philosophie comme thérapie de l'âme de André-Jean Wolk. Alors voici comment je vous propose de faire mon top 10 des philosophes grecs. Je considère que la philosophie grecque peut se définir en deux grands versants. Un versant que j'appellerais le versant spéculatif ou métaphysique et un versant que j'appellerais le versant pratique, éthique ou encore thérapeutique. Et je vous dis d'emblée, et vous vous en doutez peut-être, que c'est ce versant-là, autrement dit le versant pratique, qui a ma préférence. Ceci étant, je commence donc mon top 10. Pour moi, le numéro 1 des philosophes grecs, c'est le grand Héraclite d'Éphèse. Héraclite d'Éphèse est un penseur antérieur à Socrate, qui est un penseur extraordinaire, absolument fascinant, qui a posé la question fondamentale à l'Occident, à la philosophie, à l'humanité en général, qu'on appelle parfois la question du mouvement ou du temps, mais que j'appellerais plutôt la question de l'impermanence. Héraclite a dit « Nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve, nous sommes et nous ne sommes pas ». Comment habiter un monde fluctuant, un monde changeant, un monde où nous mourons et nous naissons à chaque instant? Comment vivre dans la cité? Comment vivre entre nous? Comment tout simplement essayer d'être heureux dans un tel monde? Eh bien, c'est pour répondre, selon moi, à ce défi lancé par Héraclite que toute la philosophie va s'organiser, soit en essayant d'y répondre d'une manière spéculative, soit en essayant d'y répondre d'une manière pratique. Alors, la première objection qu'on peut me faire, c'est que Héraclite n'est pas le seul socratique, qu'il existe également ce qu'on appelle les Éléates, avec Parménide et Zénon, pardon. Ces philosophes ont une position diamétralement opposée à celle d'Héraclite, puisqu'ils soutiennent qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de temporalité, mais que, au contraire, l'être est, le non-être n'est pas. La réponse à cette objection, c'est que pour moi, les Éléates, c'est comme ça qu'on les appelle, Parménide et Zénon, entre autres, constituent justement l'origine, la source même du versant spéculatif, puisqu'ils placent au centre de leur interrogation philosophique cette notion éminemment spéculative et métaphysique qui est la notion d'être. Au contraire, Héraclite pose une question qui est en accord avec le sens commun, car nous avons tous cette expérience de la finitude et de l'impermanence. Il pose une question, au fond, qui est éminemment pratique, éminemment, je dirais même, n'ayons pas peur des mots, existentielle. Alors le numéro 2 de mon top 10, après le grand Héraclite qui a posé la question, c'est Socrate. Mais ce n'est pas le Socrate de Platon, ce n'est pas le Socrate des comédies d'Aristophane, c'est le Socrate que Francis Wolff, et donc je vous invite à lire ce petit livre de Francis Wolff qui s'appelle tout simplement Socrate, essaie de dégager, dans lequel il essaie de montrer les aspects les plus importants de la philosophie de Socrate, qui est, on peut le dire, qui a été récupéré à la fois par le versant spéculatif et par le versant pratique, même si on considère néanmoins que ce qu'on appelle les petits socratiques, sans être péjoratif, sont des penseurs qui s'inspirent de la dimension éthique, éminemment éthique, du grand Socrate. Donc numéro 2, Socrate. Numéro 3, pour moi, c'est Épicure, le grand penseur
qui a été mal aimé, qui a été marginalisé par la tradition philosophique, et pour cause, car c'est quelqu'un qui est véritablement, qui remet en question en réalité un certain nombre de vérités fondamentales de notre tradition. Alors Épicure, c'est lui qui a dit, comme vous le savez, « La mort n'est rien, car quand nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est, nous ne sommes pas ». C'est lui aussi qui a mis en place cette merveilleuse économie des plaisirs, en distinguant les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, et les plaisirs non naturels et non nécessaires, dont il faut d'ailleurs totalement se débarrasser. Alors que faut-il lire d'Épicure? Eh bien, il faut lire, par exemple, la lettre à Ménécée, qui est une lettre extraordinaire dans laquelle toute l'éthique d'Épicure se déploie. Le numéro 4 de mon top 10 des philosophes grecs, c'est Épictète, le stoïcien. Ce n'est pas lui qui a inventé le stoïcisme, c'est bien avant lui Zénon, Chrysippe, toute une tradition déjà très très longue, et puis cette tradition se continuera après lui jusqu'à son disciple latin Sénèque. Épictète, c'est celui qui a écrit qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ta effimine, que ta ouk effimine, c'est lui aussi qui nous apprend que tarasitus anthropus ou ta pragmata, ala ta ton pragmaton dogmata. C'est-à-dire que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion, ou plus exactement le jugement qu'ils portent sur les choses. Épictète, c'est un maître de sagesse extraordinaire dont il faut lire le manuel. 5e position de mon top 10, le grand Pyrrhon, et avec lui toute la tradition du scepticisme qui sera prolongée par son disciple latin Sextus Empiricus. Le scepticisme, il faut le considérer non pas d'une manière spéculative et intellectuelle, mais comme ce qu'il est, une sagesse qui vise la cessation des troubles de l'âme, ataraxia en grec, et pour ce faire, qui utilise notamment la méthode de la suspension du jugement, époquée, qui aura beaucoup de succès dans l'histoire de la philosophie moderne, et vous savez que le scepticisme, sous différentes formes, alimentera la pensée à partir du XVIe siècle. Je pense évidemment à Montaigne, mais ensuite chez David Hume, plus près de nous, chez Nietzsche ou chez Wittgenstein. Le scepticisme est donc une pensée à la fois théorique et pratique, mais je retiens son côté thérapeutique. 6e position, l'inénarrable, l'extraordinaire et le très attachant Diogène le cynique, dont nous n'avons malheureusement pas énormément de textes, mais dont nous connaissons les faits et gestes, si j'ose dire. C'est le penseur de la liberté absolue, la liberté de parole. Vous vous souvenez certainement de l'anecdote avec l'empereur Alexandre qui vient le voir et qui s'interpose entre lui et le soleil du philosophe, et le philosophe cynique qui n'hésite pas à dire à l'empereur du monde, pourrait-on dire, « ôte-toi de mon soleil ». Diogène, c'est le penseur, je l'ai dit, de la liberté, mais c'est aussi le penseur d'un retour à la nature, d'un retour à la simplicité. C'est donc un penseur éminemment moderne qui a un petit air de moine mendiant, d'anarchiste ou de hippie, qui est tout à fait sympathique et tout à fait décapant. Alors, en 7e position de mon top 10 des philosophes grecs, nous allons maintenant passer sur l'autre versant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le versant spéculatif ou métaphysique. Nous allons nous retrouver avec ces grands philosophes qui, d'une certaine manière, ont triomphé en Occident. Et pour faire pendant au présocratique Héraclite que j'ai mis en numéro 1, je voudrais mettre maintenant Parménide et son disciple Zénon, qui tous deux ont posé les fondements de la métaphysique occidentale et dont il faut lire, tout comme d'ailleurs pour Héraclite, ce magnifique recueil de pensées des présocratiques
c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage et c'est aussi l'occasion de lire les autres présocratiques car, vous vous en doutez, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ils sont tous tout à fait passionnants et intéressants. Alors en 8e position de mon top 10, il y a évidemment l'immense Platon qui a été très critiqué au 19e et au 20e siècle, qui n'en demeure pas moins un penseur absolument extraordinaire, incontournable. Vous savez que le philosophe britannique Bertrand Russell disait que, au fond, toute la philosophie occidentale n'était que quelques notes en bas de page de Platon. Ce n'est pas tout à fait faux. Platon, c'est aussi un immense écrivain. Il faut lire ses dialogues. Je vous invite par exemple à lire Le Banquet, qui est à la fois une pièce de théâtre, mais qui est aussi une œuvre philosophique majeure. Platon, et c'est là quelque chose qu'il faut mettre à son crédit, c'est aussi un penseur qui nous fait découvrir d'autres pensées. Et parfois on est même troublé, on a l'impression d'être comme dans certains romans de Dostoïevski, dont les personnages lui échappent, puisque on peut se demander parfois si les vérités qu'il met dans la bouche des adversaires de Socrate ne sont pas celles, au fond, à laquelle il adhère le plus. C'est donc vraiment un penseur extraordinaire et il ne faut pas s'arrêter à quelques commentateurs. Il faut le lire, il faut lire son humour, il faut lire la puissance de sa dialectique, de son écriture et de son intelligence. Il est tout à fait inouï et irremplaçable. En 9e position de mon top 10, il y a un disciple célèbre de Platon, le grand Aristote. C'est probablement le penseur qui a le plus influencé notre culture, notre civilisation, notre pensée, notre politique, notre éthique et même notre théologie, car avec la sainte thomiste du XIIIe siècle, c'est toute la théologie occidentale qui va être profondément marquée par la pensée aristotélicienne et c'est toute notre ontologie, c'est toute notre science qui va être marquée, comme vous le savez, par la pensée aristotélicienne. Mais l'Aristote dont je voudrais vous parler, c'est celui qui s'est tout de même intéressé à la politique et à l'éthique, c'est celui des politiques, le livre que je vous invite à lire, qui est extraordinaire parce qu'il est d'une modernité troublante. On dirait parfois qu'on a affaire à Machiavel ou à un penseur politique du XXe ou du XXIe siècle, mais c'est surtout l'immense Éthique à Nicomaque, où nous trouvons la description de ce que Aristote appelle le spoudeos, c'est-à-dire l'homme prudent, et où là, nous trouvons en quelque sorte une pensée qui remonte au-delà de Platon vers les tragiques grecs. Pour clore mon top 10 des philosophes grecs, je terminerai par un disciple de Platon qui s'appelle Plotin, c'est aussi d'ailleurs un disciple d'Aristote et des stoïciens. Entre Héraclite, le numéro 1, et Plotin, le numéro 10, il y a presque 1000 ans d'écart, une histoire absolument extraordinaire. Plotin, c'est l'auteur des Énéades, c'est lui qui pousse la spéculation jusqu'à la contemplation. C'est une véritable spiritualité qu'il nous propose à travers ces trois hypostases. C'est un auteur qui est en fait facile à lire, contrairement à ce qu'on croit. C'est un auteur qui ne jargonne pas. Ces Énéades sont pleines d'une beauté, d'une poésie absolument renversante, et c'est un auteur donc qu'il ne faut pas hésiter à lire directement, car nous avons d'excellentes traductions. Nous voici donc parvenus à la fin de ce top 10 des philosophes grecs. J'espère avoir pu éclairer votre lanterne à la manière de Diogène le cynique, qui, comme vous le savez, se promenait dans Athènes avec une lanterne allumée en plein jour en disant « Je cherche l'homme ». La philosophie, pour moi, c'est d'abord un art de vivre, c'est d'abord une sagesse. Et c'est pourquoi je vous invite à retourner ou à aller tout simplement vers ces magnifiques penseurs grecs qui nous ont apporté la lumière de l'intelligence dans le monde occidental. Αν είναι ο κόσμος ψεύτικος, δίχως καμιά ελπίδα, είναι κι ο χάρος ψεύτικος.
μυστικό.